Salut à tous, bienvenue sur l'Institut Online. Alors en parallèle de la série que je suis en train de faire qui concerne plutôt les conseils que je donne aux élèves pour bien se préparer au CEB, je vais décortiquer des CEB. On va commencer par le CEB nombre et opération. C'est parti. Alors, chose importante, le CEB sur lequel je vais me baser pour faire cette analyse en fait des preuves, ce n'est pas réellement un CEB qui vient d'une année en particulier, c'est quelque chose qui a été refait par quelqu'un d'autre, c'est pas par moi. Je me disais que c'était assez représentatif de ce que vous pourriez éventuellement avoir dans quelques jours devant vous lors du CEB nombre et opération, donc je vais me baser là-dessus. Je vous rassure, cette épreuve blanche, pour de faux, je vais la mettre en description de la vidéo, donc elle sera accessible, comme ça vous pouvez la télécharger, vous entraîner avec. Alors la première question du nombre et opération, eh bien, en fait c'est souvent la même chose, c'est-à-dire que vous avez un nombre d'opérations à effectuer en un certain laps de temps. Donc par exemple, vous avez 6 calculs à faire en 6 minutes. Le nombre de calculs varie un peu d'une année à l'autre, mais c'est une partie chronométrée. Alors ce qu'il est très important de retenir, c'est que vous devez vraiment vous concentrer sur une opération à la fois. Il y a généralement dans cette question-là une partie zone de travail. Alors zone de travail, c'est valable pour toutes les épreuves. Je vous conseille très fortement d'utiliser cette zone de travail. Donc c'est une zone dans laquelle vous allez devoir noter vos opérations. Il y a beaucoup d'élèves qui disent qu'ils n'en ont pas besoin, ils notent tout de suite leurs résultats, etc. Et en fait, si ils prennent le temps de mettre les opérations dans la zone de travail, eh bien ça permet quand même d'empêcher certaines erreurs d'intervenir. Donc voilà, moi je vous conseille toujours d'utiliser la zone de travail. Ce qui est très important pour ce genre de questions-là, c'est de ne pas se laisser avoir par le stress. C'est-à-dire que vous avez le temps de répondre, il ne faut pas aller le plus vite possible. Il y a beaucoup d'élèves qui, parce que c'est chronométré, ils pensent qu'il faut aller le plus vite possible et avoir fini le premier. C'est justement pas ce qu'il faut faire, au contraire. Il y a beaucoup d'élèves qui essayent d'aller très très vite et qui soit se trompent de signe, soit vont trop vite dans un calcul, oublient une virgule, ou alors ils se laissent avoir par, regardez, là, par exemple, on a un calcul, alors je suis sûr et certain que si je vous le donne comme ça, vous vous plantez. D'ailleurs, on va faire un petit test. Regardez, ce calcul c'est 5 moins 2 égale 500 moins combien? Alors, je vous laisse quelques secondes. Voilà. Alors, je suis sûr et certain qu'une bonne partie d'entre vous a répondu 200. J'ai raison? Ouais. Eh ben, c'est pas du tout ça. Ben non, c'est pas du tout ça. Quand vous avez un calcul comme ça, vous devez toujours vous souvenir que d'un côté et de l'autre du signe égal, on doit avoir la même chose. Parce que c'est exactement ça que veut dire le signe égal. Ça veut dire que ça vaut la même chose. Et donc, 5 moins 2, ça vaut 3. Et bien, de l'autre côté du signe égal, je dois avoir un total de 3. Autrement dit, je dois avoir 500 moins 497. Ça fait 3. D'accord? Donc voilà, ça c'est typiquement un calcul sur lequel les élèves se trompent extrêmement souvent. Donc ne vous laissez pas avoir quand vous avez ce genre de calcul. C'est un piège, mais évidemment c'est un piège, il ne faut pas tomber dedans, c'est ça le but. Donc première question, chronométrée, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter, au contraire. Donc prenez votre temps, alors évidemment il ne faut pas le prendre trop à la cool non plus, vous n'avez pas 10 minutes par calcul. Donc voilà, il faut essayer d'être efficace. Au bout du temps imparti, vous devez absolument avoir terminé. Donc, forcément, si vous n'avez pas fini, c'est trop tard. Vous ne pourrez plus revenir sur cette question-là. Donc, méfiez-vous. Deuxième question, ici, on a comme exemple 0,5 plus 1 quart. Alors, il faut savoir qu'il est absolument interdit d'effectuer une opération entre deux nombres qui ne sont pas exprimés de la même manière. Ça veut dire que là, on a un nombre qui est un nombre décimal, 0,5, et on a un nombre qui est fractionnaire, 1 quart. Les deux nombres ne sont pas exprimés de la même manière, donc on ne peut pas se dire je prends 0,5 et puis je fais plus 1 et puis je divise par 4. Non, ça ne va pas fonctionner du tout. En fait, il faut s'arranger pour que les deux nombres soient exprimés de la même manière. Donc soit on doit avoir deux nombres décimaux, soit on doit avoir deux nombres fractionnaires. Mais l'un plus l'autre, dans l'état, ça ne fonctionne pas. Donc forcément, il va falloir modifier un des deux nombres pour qu'il soit exprimé de la même façon que l'autre.
Donc exemple, 0,5, 0,5, je sais que c'est 1 demi. Donc là, je peux faire 1 demi plus 1 quart. Ok, 1 demi, on sait que c'est 2 quarts, ça fait 2 quarts plus 1 quart, ça fait 3 quarts. J'obtiens une réponse de façon fractionnaire, ça fonctionne. 3 quarts, c'est bon. Maintenant, je peux aussi décider de transformer 1 quart en nombre décimal. 1 quart, c'est 0,25. Donc j'ai 0,5 plus 0,25, ça fait 0,75. Et donc 3 quarts, c'est la même chose que 0,75. On ne peut pas mélanger des nombres qui ne sont pas exprimés de la même manière, sinon ça ne fonctionne pas. Alors la question numéro 3, c'est une question d'estimation. Alors, on respire parce que, par exemple, ici, on a 14 fois 99,2 et on pourrait se dire, mais ça va être beaucoup trop compliqué à calculer, comment on fait ça, etc. Stop. On se calme, on lit le reste de l'énoncé, et en fait, si on lit le reste de l'énoncé, et on doit se rendre compte que, en fait, on ne nous demande pas de calculer exactement, on nous demande d'estimer. Donc, on vous dit que 14 fois 99,2, ça fait plus ou moins 1400. D'accord? Donc, 14 fois, c'est presque 14 fois 100, parce que 99,2, c'est presque fois 100. Donc, 14 fois 100, ça fait 1400. Quand on sait ça, on doit utiliser cette donnée-là pour estimer les 3 calculs qui sont présents juste en dessous. Donc 42 fois 99,100, 42 fois plus ou moins 100, ça va faire plus ou moins 4200. 52 divisé par 10,5, c'est plus ou moins 52 divisé par 10. Alors le nombre parmi ceux proposés qui s'approche le plus de 52 divisé par 10, c'est 5. Et 40 fois 0,801, c'est moins que 40 fois 1. Or là, le seul nombre qui est plus petit que 40 fois 1, c'est 32. Donc c'est le nombre qui est le plus proche du résultat du calcul. Les exercices d'estimation, on ne vous demande absolument pas de calculer précisément, on vous demande d'estimer plus ou moins. Ensuite, on a une question qui fait intervenir les propriétés des opérations. Donc tout ce qui est associativité, commutativité, etc. Alors, je vous mets en description un lien qui vous réexplique ces procédés-là. Mais alors, en gros, le premier, 7,1 fois 8,71 est égal à 8,71 fois, là c'est la commutativité. La commutativité, en gros, c'est dans un calcul, avec plus ou avec fois, je peux permuter les nombres sans changer le résultat. Donc ici, puisque j'ai mis 8,71 comme premier nombre, je mets 7,1 comme deuxième nombre. Voilà, simplement. Dans le B, quelque chose fois 100 est égal à 2 fois 27 fois 50. 100 c'est égal à 2 fois 50, donc qu'est-ce qui manque? Il manque 27, tout simplement. 2,8 fois 99, c'est 2,8 fois 100, moins, alors là, attention, il y a des élèves qui seraient tentés de répondre moins 1. Non, moins 1 fois 2,8. Puisqu'en fait, on doit prendre 2,8 99 fois. Si on prend 100 fois 2,8, on a pris une fois 2,8 en trop. Donc on doit enlever 2,8. 24,2 fois 340 est égal à combien fois 34? Alors ici, on peut remarquer que entre 340 et 34, j'ai divisé ce nombre par 10. Donc si je veux garder un résultat qui est équivalent au premier calcul, je dois multiplier mon premier nombre par 10. Ça me fait 242. 37 fois 105, c'est 37 fois 100 plus 37 fois 5. Voilà, ça c'est la distributivité. Et alors 44 divisé par 1,2, là encore, on constate que entre 1,2 et 12, j'ai multiplié par 10. Si je veux que la division reste avec le même résultat, je dois aussi multiplier mon dividende par 10. Donc 44 divisé par 1,2, c'est égal à 440 divisé par 12. Dans la question numéro 5, il s'agit de faire un comptage. Comme on peut le voir sur l'image, tous les bacs contiennent le même nombre de bouteilles, c'est-à-dire qu'ils contiennent tous 19 bouteilles, et on a 12 bacs. Combien il y a de bouteilles? Tout simplement, on multiplie le nombre de bouteilles dans chaque bac par le nombre de bacs, donc ça fait 19 fois 12. 19 fois 12, ça fait 228. Mais attention, comme je l'ai dit à mes élèves, il est possible que vous ayez dans le CEB, dans quelques jours, un exercice qui est très semblable à celui-là, mais il faut quand même s'assurer qu'il y a le même nombre de bouteilles dans chaque bac. Parce que si on veut vous piéger, on peut changer dans l'un ou l'autre bac, on peut rajouter une bouteille, enlever une bouteille.
Donc forcément, ça va changer le total. Donc faites attention à ça. Il ne faut pas se laisser avoir par ce genre de piège. Ici, la question numéro 6, il y a un lancer de fléchette, il y a 2 enfants qui obtiennent un certain résultat, et on vous dit, Olivia lance une fléchette et a 15 points en plus, et on vous dit que Sam, une fois qu'il aura lancé sa fléchette, eh bien, il aura le même total qu'Olivia. Donc là, il faut essayer de calculer combien il va avoir grâce au dernier lancer de fléchette. En fait, c'est pas très difficile. Donc vous voyez qu'Olivia a 102 points. Avec le lancer qui est indiqué par la flèche, elle rajoute 15 points, ce qui lui fait 117. Si Sam veut avoir 117 points alors qu'il part de 98, il faut qu'il rajoute, en fait, 117 moins 98, ça fait 19. Alors attention, vous voyez, communique ta réponse par une phrase. Il est très important de respecter ça dans tous les questionnaires CEB. Quand on vous demande d'écrire une phrase, écrivez une phrase. Parce que dans le correctif, nous, les enseignants, parfois on nous dit, si la phrase n'est pas complète, vous décomptez un point. Alors ça peut paraître vache, mais il s'agit de respecter les consignes. Et ça, il faut le faire dans tous les CEB. À la page suivante, la question 7, ce sont des calculs écrits. Simplement. Donc une addition, une multiplication, une division, forcément avec des nombres décimaux, puisque vous devez être capable de maîtriser les calculs écrits avec des nombres décimaux. Il est possible qu'il y ait dans le CEB, dans le vrai CEB, une soustraction. Il est possible qu'il y ait des calculs à trous aussi. Je sais bien qu'il y a certains élèves, notamment de ma classe, qui détestent les calculs à trous, mais vous devez être capable de les compléter. Pour la question 8, vous devez décomposer un nombre. Donc on part d'un nombre entier et on doit le décomposer. Faites attention à ne pas oublier les virgules. Ça, c'est une erreur que certains font assez souvent. D'accord ? Donc, pas oublier les virgules. À la question 9, c'est tout simplement un peu de calcul mental. Encore une fois, là aussi, parfois, on a commutativité, etc. Parce que vous voyez qu'on a 68,4 plus 39,5 égale 68 plus 39. Mais en fait, on a mis de côté la partie entière. Donc forcément, il manque les parties décimales. Donc on fait le total de la partie décimale, ça fait 0,9. La question 10, alors la question 10, on vous donne un pack de 6 bouteilles d'eau. On vous dit que dans chaque bouteille, il y a 1,5 litre. Et il y a une situation en plus, parce qu'on vous dit que si on doit ranger 36 de ces packs dans un grand magasin, quel est le calcul qui va nous permettre de savoir le nombre de packs à ranger au total? Alors là, attention, on ne vous demande pas de calculer le nombre de packs à ranger. On vous demande quelle est l'opération qui me permettrait de calculer. D'accord ? Donc vous devez entourer la bonne proposition parmi celles qui vous sont faites. Ensuite, vous devez répondre à la question qui est là. Combien de litres contiennent ce même pack de bouteilles d'eau? Donc un pack de 6 bouteilles d'1,5 litre. On fait 6 fois 1,5 litre, ça fait 9 litres. La question 11, en fait, on vous demande de mettre correctement la virgule dans les nombres qui sont là. Alors là, en fait, il faut simplement voir comment je pourrais combiner les nombres en rajoutant des virgules pour faire des nombres entiers. Et en essayant, vous pouvez essayer, vous avez le droit d'utiliser le crayon et d'effacer, etc. Mais en essayant, on remarque vite qu'il y a 2 nombres qui vont aller ensemble, c'est 96,64 et 48,36, parce que les 2 parties décimales ensemble forment une unité. Donc ces 2 nombres-là sont faits pour aller ensemble. Et forcément, les 2 autres, 65,8 et 73,2, encore une fois, je mets les parties décimales ensemble, ça fait un nombre entier. C'est comme ça que je sais comment placer les virgules. Rien ne vous empêche aussi, sur une feuille de brouillon, de faire les différentes opérations en plaçant la virgule à différents endroits, etc. pour obtenir 284. La question 12, attention, quand vous tombez sur des situations comme ça, il faut tout lire. Avant même de commencer à répondre, parce que vous pouvez voir là par exemple il est marqué 5 fois 500 feuilles, etc. On pourrait se dire, oh facile un calcul, je fais 5 fois 500. Est-ce que c'est nécessaire? On n'en sait rien. On n'en sait rien tant que vous n'avez pas lu l'énoncé, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Donc lisez l'énoncé, regardez les images, elles sont pleines d'informations pour vous aider, pour vous mettre sur la voie. Donc ici, on a le journal de la classe qui contient 25 feuilles. On a le directeur qui donne 2 boîtes entières de feuilles. Dans chaque boîte, il y a 5 fois 500 feuilles. Donc on doit calculer combien il y a de feuilles au total. Et on doit calculer combien de journaux on va pouvoir faire avec toutes ces feuilles-là. Donc forcément, il y a plusieurs calculs à faire que vous devez écrire dans la partie « Ma démarche ».
il faut écrire les calculs. Si vous indiquez juste la réponse, c'est pas suffisant. Il faut indiquer les calculs. Et ensuite, vous devez de nouveau répondre par une phrase, et une phrase correcte. Si vous mettez juste un nombre, on considère que c'est pas complet. Donc, vous devez indiquer une phrase correcte. Alors, la question 13, on vous dit un nombre a été décomposé en parts équivalentes et puis recomposé. Équivalentes qui valent la même chose. Ça veut dire que ici, à chaque étage, les cases qui sont au même étage doivent contenir le même nombre. Donc je ne peux pas avoir, par exemple, pour le premier, 0,2, 0,3 et 0,4. Ça ne fonctionne pas. On doit avoir le même nombre à chaque étage. Donc je dois avoir ici 0,75 divisé par 3, ça fait 0,25. Donc dans chaque case, j'ai 0,25. Et là, il y a des élèves dans ma classe qui ont eu des difficultés pour diviser 0,25 en 2. Alors, je vous rappelle juste un truc. Quand on a un nombre décimal, à la fin de ce nombre, il y a un chiffre qu'on peut rajouter qui ne change rien au nombre. C'est le chiffre 0. Donc 0,25, en fait, c'est 0,250. Et 250, eh bien, on sait le diviser en 2. Ça fait la moitié de 0,25, c'est 0,125. Donc 0,125, je dois le recombiner. Donc je prends 3 fois 0,125, ça me fait 0,375. Et forcément, la dernière étape, eh bien, j'obtiens le même nombre qu'au début, 0,75. Et alors, la dernière question, la question 14, il faut bien réfléchir quand vous avez des questions comme celle-là, parce que c'est vraiment pas difficile, mais il faut faire attention à certaines choses. Là, vous avez un exemple, 26 fois 48 égale 1248. Donc, il n'y a rien à calculer, c'est un calcul qu'on vous donne. Forcément, il est correct, sinon on ne vous le donnerait pas. Et si ce calcul-là est égal à ça, alors 2,6 fois 48 est égal à combien? C'est pas la peine de commencer à faire en calcul écrit, etc. Ce que vous devez vous demander, c'est quel est le changement qui a été fait entre le calcul qu'on me donnait à la base, donc 26,48, et le calcul qu'on me donne maintenant, 2,6 fois 48. Eh bien, en fait, j'ai divisé 26 en 10, ça me donne 2,6. Forcément, si je divise un nombre en 10, le résultat de la multiplication va être divisé en 10. Donc, au lieu d'avoir 1248, je vais avoir 124,8. Tout simplement. Le deuxième calcul, 26 fois 24, eh bien, je compare encore une fois à mon calcul de base. 26 fois 48 égale 1248. 26 fois 24, 24 c'est la moitié de 48. Donc mon résultat final va être la moitié de mon résultat du départ. Donc la moitié de 1248, ça fait 624. Et alors le dernier, 26 fois 0,48, eh bien en fait, encore une fois, je compare à mon calcul d'origine. J'ai 0,48 au lieu de 48, donc j'ai divisé par 100. Eh bien mon résultat va être lui aussi divisé par 100. J'obtiens donc un résultat de 12,48. Voilà. Alors, ce CEB, il comporte 14 questions. Le CEB de cette année en comportera vraisemblablement plus. Mais sincèrement, si vous êtes capable de faire cette partie-là tout seul, sans aide, eh bien, je pense que vous êtes vraiment bien parti pour faire le CEB nombre et opération. Je vous mets en description des liens vers des vidéos qui réexpliquent certains points de matière nécessaires pour réussir cette partie-là du CEB. N'hésitez pas, si ça vous a aidé, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me fait plaisir aussi et c'est important. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle sera utile autour de vous. Et puis moi, je vous dis à très très vite, puisque je suis déjà en train de préparer d'autres vidéos pour décortiquer un peu les autres parties du CEB. Voilà, prenez soin de vous et de toute façon, le CEB, vous allez réussir, il n'y a pas de souci. Faites tout ce qu'il faut pour et on croit en vous. Voilà, allez, prenez soin de vous. Ciao!